Il y a par exemple Aimé, il y a Bichira, il y a... En tout cas, il y a beaucoup. Ils allaient où? Ils allaient au travail. À la brasserie? À la brasserie, oui. Et comment ça s'est passé? Qui est-ce qui a attaqué? C'est probablement les intérêts à moi. Vraiment, c'est catastrophique. Nous étions dans le bus et puis nous avons tombé dans l'embuscade comme ça, on nous a fusillés. Moi, je ne sais pas comment je me suis sauvé. J'étais sous le siège. Là, je me suis caché là-bas. Je suis sorti comme ça, je ne sais pas comment. C'est Dieu qui m'a sauvé. Je ne sais pas comment je suis sorti là-bas. L'attaque du bus de la brasserie a eu lieu vers 7 heures du matin. Elle n'a duré que quelques minutes. L'armée n'a pu que constater l'ampleur du drame et faire une première rafle parmi les paysans. Des suspects providentiels qui ont eu le malheur de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Ce sont des gens qui s'attendent à une condamnation pour avoir eu une responsabilité dans le génocide. Et au lieu, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils ne veulent que mourir par les balles. Ils sont en train de commettre des bêtises telles que vous les voyez. Où se trouve leur base arrière? Non pas de base arrière, ce sont des gens dispersés, assommés d'ici là. Ce sont des aventuriers. Ils vivent dans la population, ici? Oui, dans la population. Chez des cousins, chez des parents. Des ex-phares, des ex-interam. Mais en somme, ce qu'on voit, c'est un groupe qui est en train de saboter économiquement et politiquement la région, parce que ce n'est pas partout au Rwanda. Mais ce sont des gens originaires d'ici qui avaient le pouvoir en main, qui s'organisent. Première personnalité à se recueillir devant les dépouilles des victimes, le ministre de l'Intérieur. Il est en tournée d'inspection dans la région pour parler de la politique de réconciliation nationale. Présents aussi les responsables de la brasserie. Ils sont venus en avion du Kigali. Trop petite, la morgue de l'hôpital ne peut offrir un accueil décent aux victimes. Au même moment, sur les lieux de l'embuscade, les villageois de leur propre initiative, insiste-t-on du côté officiel, ont coupé tous les bananiers afin que les rebelles ne puissent plus s'y cacher. Le travail terminé, la population est rassemblée sur le bas-côté de la route. Ceux qui ne veulent pas la paix sont minoritaires. La majorité veut la paix. Et normalement, aujourd'hui, j'aurais dû vous parler de sujets importants, comme le développement et la reconstruction. Mais les assassins ne sont pas d'accord. Ils veulent tuer les Rwandais. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Ils n'ont pas de bonnes intentions, comme le gouvernement d'unité nationale. Est-ce le moment d'amorcer une politique répressive ou voulez-vous continuer la politique de réconciliation? La réconciliation est inévitable. Nous voulons cette réconciliation et c'est pourquoi notre gouvernement est celui de l'unité nationale. C'est ce que j'ai dit à ces gens. Je ne sais pas si on vous l'a traduit. Mais ce que nous enseignons à la population, c'est la réconciliation. Il y a eu des événements tristes, mais nous avons le temps d'éduquer notre population. Malgré des actes terroristes comme ceux d'aujourd'hui? Oui, même après des événements comme aujourd'hui, nous éduquerons notre population. Les terroristes ne représentent qu'un petit nombre. Nous ne pouvons pas punir tous ces gens ici pour les actes d'une minorité. Les mots sont pesés, les propos modérés. Mais quel impact auront-ils sur ces paysans? Beaucoup de Hutus, en effet, ne se reconnaissent pas dans les nouveaux dirigeants venus de l'étranger et issus de la diaspora. Dans cette région, les Tutsis n'ont jamais gouverné avant l'été 94. Avant cette date,
Les Tutsis étaient d'ailleurs peu nombreux, les derniers ayant été chassés ou tués. Pourtant, lors des funérailles des employés de la brasserie, la population de Gizeni est venue en nombre rendre un dernier hommage aux victimes du bus de la Bralirois. Une cérémonie empreinte de recueillement et de ferveur religieuse, mais récupérée à des fins politiques, comme ces slogans rédigés par les partisans du régime. Rappel, novembre 1996, chassés des camps de Goma par l'avance des troupes de Laurent Désiré Kabila, des centaines de milliers de réfugiés Hutus rentrent au Rwanda. Un retour sans problème majeur alors que l'on pouvait craindre le pire, surtout dans les préfectures de Gizeni et de Ruhengeri, où avant le génocide, presque l'entièreté de la population était composée de Hutus. À l'époque, nous avions assisté au recensement administratif des réfugiés et constaté qu'après 2 ans et demi d'exil, beaucoup, malgré certaines craintes, semblaient heureux de retrouver leur colline. Pour le moment, le paysage est beau, c'est calme, plus d'embêtement. Si ça continue, c'est bon. Janvier 98, l'espoir a fait place à la peur. Ville assiégée, Gizeni, chef-lieu de préfecture, n'est plus que l'ombre d'elle-même. Poumon économique de toute une région, la ville est comme rentrée en léthargie. Actuellement, elle sert surtout de garnison et abrite des Tutsis venus avec leurs troupeaux de vaches chercher refuge dans la métropole de l'ouest du Rwanda. Longtemps considérée comme la perle du lac Kivu, Gizeni se meurt. À l'hôtel Méridien, déserté par les touristes depuis longtemps déjà, on continue à maintenir les infrastructures en état, car malgré tout, ici, on veut croire en des jours meilleurs. À la préfecture, depuis quelques semaines, un nouveau préfet est en fonction. Jean Murira n'est pas originaire d'ici et il n'ignore pas l'ampleur de sa tâche. La situation n'est pas bonne du fait qu'il y a actuellement une insécurité. Tout le monde le voit. Mais quand même, c'est une situation qui n'est pas désespérée. Si on avait les moyens de pouvoir distinguer facilement la population civile avec les miliciens, ça serait un problème de quelques jours, puisqu'ils n'ont pas les moyens de combattre un État, un gouvernement. Ils n'ont pas les moyens. Mais simplement parce que ils sont quelquefois mélangés avec la population, les forces de l'ordre ne savent pas quoi faire. Hein? Alors, d'un côté, je trouve que on doit accentuer le programme de mobilisation. Il faut que nous puissions expliquer à la population ce qui se passe. Et puis, de l'autre côté, puisque ce sont des gens en armes, il faut que les services de sécurité, l'armée nationale, puissent les combattre. Puissent les combattre directement et les neutraliser. Dans les collines, ce double langage qui s'apparente à celui de la carotte et du bâton n'est pas toujours facile à comprendre. N'ayant plus de point de repère et confrontée aux problèmes du quotidien, la population, face à une réalité qu'elle ne comprend pas,
doit pour survivre s'adapter en permanence. Comme Akiaka, née de la coopération belgo-rwandaise, mais aujourd'hui autonome, cette entreprise fabrique des objets ménagers et d'artisanat. Une production de brosses et de balais vendue à travers tout le pays. Fin 96, après le retour des réfugiés, l'entreprise occupait encore 360 ouvriers. Aujourd'hui, il n'en reste que 180, surtout des Hutus. Mais ici, on se refuse de choisir son camp. Ici, à la coopérative, nous avons essayé de former nos artisans, de ne pas se mélanger aux événements qui se produisent ici dans notre pays, c'est-à-dire à ne pas participer à l'aide des Interahamwe qui combattent avec notre armée patriotique, parce que s'ils participent, ça peut détruire notre coopérative. Alors, nous avons essayé de créer un bon climat pour que tout artisan qui travaille ici ne se mélange pas à ces événements. Donc, à sa campagne, là où il loge, même en chemin, là où il passe. Toutes ces précautions n'auront servi à rien. En août 1997, l'armée patriotique rwandaise pille et détruit les magasins et les ateliers. Il y a eu non seulement des pillages, mais aussi des tueries, souvent par l'armée patriotique. Il nous a confié de poursuivre, essayer d'attraper certains objets qui ont été pillés, mais jusqu'à maintenant, aucun objet de Akiaka n'a été retrouvé. Mais on a emprisonné quelques Saïmens qui ont participé à ce pillage. L'armée a bien exprimé des regrets, mais faute de personnel et de machines, certains ateliers n'ont pu redémarrer. Dans les campagnes, la situation économique n'est pas meilleure. Pour des raisons de sécurité, l'armée oblige le long des axes routiers les paysans à couper tous les bananiers sur plusieurs centaines de mètres de profondeur. Une tactique utilisée pour éviter les embuscades et empêcher aussi que les miliciens Hutus ne se cachent dans les bananeraies. Les villageois sont ainsi privés de nourriture et d'une source de revenus. Car la banane sert aussi à la fabrication d'une bière dont la vente permet à de nombreuses familles de nouer les deux bouts. Mais pour l'état-major de l'armée rwandaise, l'essentiel, c'est de neutraliser un ennemi trop souvent insaisissable.